Juste avant de rentrer en France, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence de Ian Houston organisée par l'institut dans lequel je suivais mes cours de langue. Et dans cette conférence, Ian Houston nous présentait justement son dernier livre, Quel âge a la Bible hébraïque? Ce qui est amusant, c'est que quelques mois auparavant, j'avais acheté ce livre sans savoir que j'aurais l'occasion de rencontrer l'auteur. Et c'est quelque chose que je fais assez rarement, puisque la plupart du temps, je vais plutôt lire les livres en bibliothèque, ce qui me revient beaucoup moins cher. Mais si j'ai fait une exception avec ce livre, c'est que le sujet me paraît particulièrement important et j'avais envie de pouvoir conserver ce livre chez moi et éventuellement d'ailleurs le prêter. En fait, ce livre, comme l'indique le titre, traite de la question de la datation des livres bibliques à partir d'une méthode linguistique. Concrètement, cela veut dire qu'en étudiant l'hébreu dans lequel ces livres ont été écrits, on peut arriver à obtenir une périodisation. Et j'aimerais justement, dans cette vidéo, à partir de ce livre, te présenter cette méthode de datation et son utilité. Je ne te cache pas que personnellement, je suis assez convaincu par cela, en tout cas beaucoup plus que l'autre méthode qui est habituellement utilisée et qu'on appelle le Sitz im Leben. Mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo où je te présenterai mes réticences vis-à-vis de cette méthode. Alors, qu'est-ce que la datation linguistique et en quoi peut-elle être utile pour dater les différents livres bibliques? Tout d'abord, il y a un point qu'il est important de préciser, c'est que cette méthode ne prétend pas pouvoir dater au siècle près. C'est totalement impossible. En fait, elle permet de distinguer des grandes périodes et de classer les différents livres dans ces périodes. Pour la Bible, il y a à la base deux grandes périodes, l'hébreu classique et l'hébreu tardif. Alors, bien sûr, la question qui peut se poser, c'est l'hébreu biblique n'est-il pas une seule langue? Comment peut-on distinguer ces différentes périodes? En réalité, la Bible a été écrite sur plusieurs siècles et une langue au cours des siècles évolue. Et tu peux même le voir à un petit niveau. Le français que l'on parle aujourd'hui n'est pas le français du début du Moyen Âge et n'est même pas le français de l'époque moderne. Et même par rapport au français que pouvaient parler nos grands-parents, il y a quelques différences. Ces différences peuvent être de plusieurs types, orthographiques, phonologiques, au niveau de la syntaxe, de la grammaire, ou des termes employés et du vocabulaire, que ce soit des mots différents qui apparaissent, ou alors des mêmes mots qui changent de signification. Je vais te donner quelques exemples. Aujourd'hui, le terme exterminer veut dire tuer, massacrer, alors qu'à l'époque moderne, ce terme exterminer voulait dire expulser. On a donc un même mot qui a changé de sens. Sur une période beaucoup plus courte, on a un autre exemple, c'est par exemple le mot pays. Quand on l'utilise, pays, on pense à la France, à l'Angleterre, aux Pays-Bas. Alors que par exemple, ma grand-mère, quand elle parle de pays, elle pense plutôt à sa région. C'est d'ailleurs un sens que tu retrouves dans certaines expressions, dans certains noms français, pays de la Loire. De même, on peut aussi voir des influences étrangères, ce qu'on peut appeler des mots d'emprunt. Aujourd'hui, on emploie beaucoup de mots d'origine anglaise, week-end, parking et bien d'autres. Alors qu'il y a encore quelques décennies, et plus encore quelques siècles, il y avait pratiquement pas de mots anglais en français, ou cela pouvait même être l'inverse. Des fois, c'est l'anglais qui prenait plutôt des mots français. Eh bien, tous ces éléments se retrouvent aussi dans la Bible. Tu peux voir des mots qui changent de sens, des mots qui apparaissent, des emprunts étrangers qui viennent notamment de Perse, de Babylonie ou même après de Grèce, puisqu'il y a plusieurs mots grecs qui sont incorporés dans l'Ancien Testament, et ce sont déjà des premiers indices qui peuvent témoigner d'une période d'écriture. Par exemple, au XVIIe siècle, c'est grâce à l'étude de ces termes qu'Hugo Grotius, qui est un exégète protestant,
a compris que l'Ecclésiaste ne pouvait pas avoir été écrit par Salomon, mais qu'il était en réalité beaucoup plus tardif. Au-delà de ces évolutions de vocabulaire, il y a aussi la syntaxe et la grammaire qui changent. C'est beaucoup plus long, mais j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus profond et surtout beaucoup plus difficile à imiter. En effet, l'objection que l'on peut faire si l'on n'étudie que le vocabulaire, c'est qu'un auteur peut très bien faire semblant d'employer un vocabulaire ancien pour se donner un certain style. C'est ce qu'on appelle le pseudo-classicisme, où à une époque donnée, des gens décident tout d'un coup d'utiliser du vocabulaire beaucoup plus ancien qu'ils considèrent comme plus pur, ou alors certaines formules. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de copier la syntaxe ou la grammaire d'autrefois. Lorsqu'on est habitué à parler et à écrire avec sa propre syntaxe, avec sa propre grammaire, on peut difficilement imiter la syntaxe et la grammaire du passé, et cela se reconnaît tout de suite. Or, depuis plusieurs décennies, les études linguistiques, menées notamment sur les langues sémitiques, et en particulier l'hébreu, par des chercheurs israéliens ou de d'autres pays, ont considérablement augmenté nos connaissances sur ces questions de grammaire et de syntaxe. Et on peut beaucoup mieux distinguer les différentes évolutions de l'hébreu. Un des auteurs du livre a par exemple écrit un livre consacré au système verbal. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'étude de la syntaxe et de la grammaire, qui sont indépendantes du vocabulaire, viennent confirmer les résultats fournis par les études du lexique. Et donc, quand deux études indépendantes viennent confirmer une même théorie, on peut juger que celle-ci est beaucoup plus probable. Maintenant que je t'ai parlé un peu de la méthode, quels sont les résultats? En fait, les auteurs, comme je te l'ai dit, ont commencé par distinguer deux grandes périodes chronologiques, ce qu'ils appellent l'hébreu classique et l'hébreu tardif. Entre les deux, on voit vraiment une langue différente. Et il y a certains livres qui se rattachent clairement à l'hébreu classique, tandis que d'autres se rattachent clairement à l'hébreu tardif. Mais ensuite, ils ont aussi repéré qu'il y avait certains livres qui étaient entre les deux. Ils ont donc proposé une troisième catégorie qui est l'hébreu transitionnel. Enfin, ils ont aussi remarqué qu'au sein du corpus de l'hébreu classique, il y avait des passages qui paraissaient beaucoup plus anciens et qu'on peut donc qualifier d'hébreu archaïque. Toutefois, à partir de là, on n'a qu'une chronologie relative, c'est-à-dire qu'on peut classer les livres les uns par rapport aux autres, mais on n'a pas forcément de date précise. Il y a cependant des éléments extra-bibliques qui viennent nous fournir des informations importantes concernant les dates. En effet, à partir de 1880, on a commencé à retrouver des inscriptions en hébreu ancien. Et aujourd'hui, donc la première a été découverte à Siloam, et maintenant on a un corpus beaucoup plus important. On a donc une meilleure connaissance de la langue. Et les conclusions qui ont été tirées de l'étude de ces inscriptions est que ce qu'on appelle l'hébreu classique correspond en fait à l'hébreu qui était parlé à l'époque de la monarchie dans le royaume de Juda. On peut donc, à partir de là, commencer à établir une chronologie absolue, c'est-à-dire en donnant des dates. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela donne? L'hébreu classique correspond plutôt à l'hébreu qui était parlé à l'époque de la monarchie, donc du roi David à peu près jusqu'à l'exil à Babylone, 10e, 7e, début du 6e siècle environ. L'hébreu tardif, lui, correspond plutôt à la fin de l'époque perse et jusqu'à l'époque hellénistique, à peu près 4e, 2e siècle, 1er siècle avant Jésus-Christ. Et l'hébreu transitionnel est entre les deux périodes, donc 6e, 4e siècle environ. Pour l'hébreu archaïque, il est beaucoup plus difficile de donner une date, mais on peut estimer que cela remonte avant, à l'époque des juges, ou même pourquoi pas jusqu'à Moïse.
Mais je précise tout de suite, ça, les auteurs ne s'avancent pas à donner des dates pour tout ce qui est pour l'hébreu archaïque. Donc maintenant, voyons les livres qui se rattachent à ces différentes périodes. L'hébreu classique, ce sont tous les livres qui vont de la Genèse jusqu'au deuxième livre des Rois, avec une petite discussion pour certains d'entre eux, notamment Ruth. L'hébreu tardif concerne les chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Ecclésiaste et Daniel. Quant à l'hébreu transitionnel, il concerne les livres d'Ézéchiel, Lamentations, Jérémie, Job, Jonas, Agé, Zacharie, les 8 premiers chapitres, et le Deutéro-Ésaïe, c'est-à-dire la deuxième partie du livre d'Ésaïe, chapitres 40 à 66. On a donc là 3 grandes catégories. Les textes qui peuvent être concernés par l'hébreu archaïque sont Genèse 49, Exode 15, Deutéronome 32 et Juges 5. Pour ce qui est de Ruth, comme je te l'ai dit, il y a une discussion. Certains le rattachent plutôt à l'hébreu transitionnel, d'autres plutôt à l'hébreu tardif. De même, le cantique est probablement plutôt dans l'hébreu tardif. Quant à Job, il faut signaler que s'il se rattache plutôt dans l'ensemble à l'hébreu transitionnel, il semble en revanche que les 2 premiers chapitres soient de l'hébreu tardif. Mais ici, je ne te propose qu'un survol général, je reparlerai de ces différents livres au cas par cas lorsque je te les présenterai. Voilà ce que je voulais simplement te partager aujourd'hui. Ce n'est qu'une brève introduction à ce sujet qui en tout cas pour moi est particulièrement intéressant et important. J'aurai donc l'occasion de t'en reparler de manière plus détaillée dans de prochaines vidéos, car cette méthode de datation me paraît beaucoup plus pertinente que les autres méthodes, notamment le Sitz im Leben, habituellement utilisées. Elle me paraît d'autant plus pertinente qu'il me semble que les données fournies par ces études linguistiques sont aussi confirmées par différentes données émanant de sources historiques que je te présenterai là encore au fur et à mesure. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.